Au Mali, l'armée renforce sa présence à la tête des institutions du pays. Le colonel Malik Diao est élu à la tête d'une assemblée faisant office de parlement. Il était le numéro 2 du Conseil national de transition. La République démocratique du Congo, toujours endeuillée par des violences. 8 personnes ont été tuées à Goma, à l'est du pays. On ignore pour l'heure l'identité des auteurs de ces meurtres. Et puis à Zanzibar, à Chirpel tanzanien, l'opposition a accepté de participer à la formation d'un gouvernement national. Après les élections générales, les leaders de la gauche disent vouloir œuvrer dans l'intérêt de leur nation. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Mali, les nouvelles autorités dominées par les militaires ont installé ce week-end une assemblée faisant office de parlement, achevant ainsi avec à peine la mise en place des organes d'une transition qui s'annonce ardue pour amener les civils au pouvoir. Le colonel Malik Diao, numéro 2 de la jeune, qui a donc dirigé le pays après le putsch du 18 août dernier, a été élu à la tête du Conseil national de transition. On voit tout cela dans cet élément. Sur 118 membres du CNT, le Conseil national de transition votant, le colonel Malik Diao a obtenu 111 voix. Il était le seul candidat au poste de l'institution. Élu à la majorité écrasante, le colonel s'est engagé dans son discours à travailler afin de réconcilier les Maliens ainsi qu'à relever les défis du pays. Une orientation soutenue par les autres membres du CNT. On est là pour se battre et c'est la continuité, une suite logique de la lutte que nous avons menée au sein du M5 pour apporter ce changement tant attendu par les Maliens et les Maliens. Je pense que nous allons cheminer ensemble puisqu'il s'agit de l'intérêt du Mali et je pense aussi au-delà des incompréhensions, ils aiment eux aussi le Mali et nous allons nous retrouver pour des élections crédibles, transparentes, pour nous doter des institutions fortes, démocratiques, républicains et laïques. C'est ça le bonheur de tous les Maliens et cela passe par la paix et la réconciliation. Durant la période de transition, le CNT jouera le rôle d'Assemblée nationale. Ses membres ont donc un statut de député. Seulement, ils n'ont pas été élus. Ils ont tous été nommés après le feu vert des militaires. La mise en place de cet organe législatif signe en outre la fin de l'existence officielle du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, organe créé par la junte après le coup d'État du 18 août. Pour autant, les 5 principaux putschistes ne retournent pas dans les casernes. Ils ont tous été nommés à des postes politiques importants. Au Ghana, les électeurs sont aux urnes ce 7 décembre pour élire le prochain président de la République et renouveler le Parlement. Les scrutins se tiennent sous la supervision de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a dépêché une mission d'observation sur le terrain. Elle est présidée par l'ancienne présidente libérienne, Ellen Johnson Sirleaf. Celle-ci a pu discuter avec d'autres chefs de mission à la veille du scrutin. Reportage de nos envoyés spéciaux sur le terrain, Saturnin Jossou et Justin Hissou. C'est comme un tour d'horizon que s'est offerte la chef de la mission d'observation de la CEDEAO de ces élections au Ghana, avec d'autres missions d'observation. Chacune des missions présentes a déployé ses moyens aussi bien humains que matériels. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, elle, a pris toutes les dispositions et a investi l'ensemble du territoire ghanéen des jours avant l'ouverture des bureaux de vote. The mission has been here since the 27th. La mission est ici depuis le 27 novembre et est prévue pour y rester jusqu'au 16 décembre. Nous avons déployé 124 observateurs à travers les 16 régions du Ghana. We have deployed a total of 124 observers across the 16 regions of Ghana. Pour que ces élections se déroulent dans la paix, plusieurs contacts ont été pris par la chef de cette mission d'observation. Mais l'un des moments forts qu'a vécu Ellen Johnson Sirleaf est la signature d'un accord de paix par Nana Akufo-Addo et John Mahama, les 2 principaux challengers. Nous avons aussi eu le plaisir de prendre part à la signature d'un pacte de paix, une impressionnante occasion qui a été offerte par 2 candidats à tous les participants et à tout le Ghana. Des défis à relever pour ces élections figure celui de la paix. Plusieurs comités y travaillent pour.
le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, rassure. Je peux vous rassurer qu'un climat d'agitation au Ghana n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Mais nous sommes en train de suivre et je crois que nous aurons des élections paisibles. Pour ces élections, 12 candidats, dont 3 femmes, s'affrontent pour la présidentielle et 275 sièges sont en jeu pour le Parlement. Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle du 27 décembre prochain s'est ouverte samedi dernier. Sans le principal opposant, Mahamadou, écarté de la compétition par la justice, 30 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel et l'opposition qui conteste depuis 3 ans la composition de la commission électorale et le code électoral élaboré sur une base consensuelle participe à cette élection. Banderoles, fanions aux couleurs des partis et photos des candidats sont timidement apparus au Niger, où la campagne électorale pour la présidentielle du 27 décembre prochain s'est ouverte samedi. 30 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, dont la campagne a débuté 3 jours après celle des élections municipales et régionales prévues le 13 décembre. Dans la capitale Niamey, on voit notamment des portraits de Bazoum Mohamed, dauphin désigné par le président sortant Mahamadou Issoufou pour défendre les couleurs du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au pouvoir depuis 2011. L'opposition qui conteste depuis 3 ans la commission électorale nationale indépendante et le code électoral élaboré sur une base non consensuelle participe cependant à la présidentielle qui sera couplée aux élections législatives. L'ancien Premier ministre et ancien président du Parlement, Mahamadou, considéré comme un sérieux challenger, a été écarté de la course à la présidentielle par la Cour constitutionnelle en raison de sa condamnation en 2017 à 1 an de prison dans une affaire de trafic de bébés. Parmi les candidats en lice, on compte également le général Salou Djibo, investi par le parti Paix, Justice, Progrès. 2 autres poids lourds, Séni Oumarou, le dirigeant du Mouvement national pour la société de développement, et Mahaman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, sont également dans la course. Au Libéria, c'est un référendum test pour le président George Weah, l'ancienne star du football. Les Libériens doivent donc décider demain mardi par oui ou par non s'ils approuvent une modification de la Constitution. Les opposants sont donc frileux. Ils craignent notamment que le chef de l'État cherche donc à imiter certains de ses pairs ouest-africains en briguant un jour un 3e mandat. Quelques 2,5 millions d'électeurs au Libéria sont appelés à approuver ou non 8 amendements à la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. La révision proposée réduit également la durée des mandats des députés et des sénateurs, respectivement de 6 à 5 ans et 9 à 7 ans. Le référendum du 8 décembre est en outre couplé avec les élections sénatoriales de mi-mandat. L'échéance a valeur de double test pour le président George Weah, près de 3 ans après avoir soulevé un immense espoir en accédant au pouvoir. Depuis son élection, la situation économique du pays s'est encore aggravée en raison notamment de la crise du coronavirus et la popularité de l'unique Africain ayant remporté le Ballon d'Or s'est largement érodée, notamment auprès des jeunes qui l'avaient porté au pouvoir. Des rumeurs lui ont attribué ces derniers mois la volonté de tirer profit du changement de la Constitution qu'il appelle de ses vœux pour aller au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels, comme viennent de le faire ses homologues de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, des pays voisins du Libéria. En République démocratique du Congo, 8 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés lors d'une fusillade survenue en fin de semaine écoulée. L'incident s'est produit dans un quartier populaire de Goma, dans l'est du pays. Plus de précisions à travers cet élément. La banlieue de Goma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo, est à nouveau endeuillée. Des individus armés venus à moto auraient ouvert le feu sans sommation. Sur le champ, 8 personnes auraient perdu la vie. Les assaillants, non encore clairement identifiés, ont dans leur fuite emporté rien que des téléphones portables. Le maire de Goma, Timothée Kissi, a confirmé l'attaque sans se prononcer sur le bilan. Il a néanmoins fait état d'une recrudescence des attaques difficiles à expliquer dans cette ville de quelques 2 millions d'habitants.
Dans cette ville, au pied du Nyiragongo, l'un des volcans les plus actifs de la planète, plus de 500 effets militaires, dont des armes, des grenades, des chargeurs et autres munitions de guerre, ont été récupérés récemment par les autorités lors d'une campagne de ramassage des armes illégalement détenues par des civils. Goma, l'une des villes les plus prospères de la République démocratique du Congo, est frontalière avec 2 territoires où sévissent des groupes armés, en l'occurrence Masisi et Nyiragongo. Mi-septembre, une fusillade dans le même quartier avait fait 5 victimes. Au Soudan, la création d'une instance dotée de larges pouvoirs, décrétée par le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil de souveraineté, la plus haute instance exécutive, suscite la discorde entre militaires et civils qui se partagent le pouvoir depuis 15 mois. Le reportage pour plus de détails. Rendu public en début de semaine, le décret qui a fini par mettre le feu aux poudres établit un conseil des partenaires de la transition, CPT, chargé de diriger la période de transition, résoudre les divergences entre les composantes au pouvoir et doté de toutes les prérogatives nécessaires pour exercer son pouvoir. Le Conseil des ministres dirigé par Abdallah Hamdok a rejeté cette décision, estimant que le général Burhan avait outrepassé ses prérogatives en accordant à cette instance des pouvoirs exorbitants. Le Conseil de souveraineté s'était auparavant mis d'accord avec le gouvernement pour confier uniquement au CPT la tâche de coordonner et résoudre les différends pouvant surgir durant la période de transition, a indiqué samedi dans un communiqué le porte-parole du gouvernement Faisal Mohamed Saleh, très remonté aussi. Pour lui, le décret du général Burhan est en contradiction flagrante avec le document constitutionnel signé en août 2019 entre les militants pro-démocratie et les militaires. Les FLC, Forces de la liberté et du changement, qui furent le principal auteur du soulèvement anti-Béchir et qui jouent un rôle prépondérant dans la politique actuelle du Soudan, ont exprimé aussi le désaccord avec le décret. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.